Bonjour, c'est Vinoscopie numéro 2 d'une longue série, nous l'espérons. Vinoscopie, un souvenir d'une émission qui s'appelait Radioscopie, du regretté Jacques Chancel. Alors, Vinoscopie, c'est le portrait d'un vigneron en demi-heure. C'est une idée de notre ami Nicolas Codeville, qui en est le réalisateur. C'est parrainé par Lububar, puisque ça se passe à Lububar. Et c'est animé par votre serviteur Jean Lhéritier. Aujourd'hui, nous avons Julien Dité du domaine. Ben, il va nous dire quel est son domaine. Et d'abord, je veux commencer par ce que je vais essayer de faire chaque fois, c'est-à-dire un dicton détourné. Et donc aujourd'hui, le dicton détourné, c'est « vin mal acquis, ne profite jamais ». Voilà. Alors, Julien... Pourquoi ce dicton pour moi? Ben non, parce que... Alors là... je pense que si on inverse le dicton, c'est flatteur pour toi. D'accord. Alors Julien, je vais commencer par te poser des questions sur toi. Qui es-tu, d'où viens-tu, quel âge as-tu, etc. Quoi. La présentation du personnage. Tout d'abord, moi je suis originaire d'ici, de Perpignan. Mes parents ne sont pas d'ici, ils sont provençaux, ils sont arrivés dans la région. Je suis né ici à Perpignan. J'ai grandi ici et j'ai... En quelle année? En 69. En 69, ah. Voilà, d'accord. Donc j'ai grandi ici et ma foi, j'ai fait école ici. Voilà, donc j'ai grandi dans ce milieu. Et j'ai ma famille qui a toute ma famille travaillé dans le vin en fait. Et j'ai des grands-parents qui étaient vignerons déjà, mais en Provence. Oui, dans quel coin de Provence? Au Beau de Provence. Ah d'accord, ouais. Ouais, au pied du château des Beaux. Et mon grand-père était l'initiateur de l'appellation Les Beaux de Provence. Ah d'accord. Voilà. J'ai des choses à dire sur ça. Vas-y. Tu as entendu parler de Trévalon? Oui, bien sûr. Bon, enfin, passons. On va passer. Aujourd'hui, c'est sur toi, donc on ne va pas parler de cette histoire. Donc voilà, pour dire que j'avais quand même de la famille, et puis c'était quelque chose, je veux dire, la partie rapport au vin, la consommation à table, etc. Voilà, c'est pas sorti comme ça, comme un champignon. Non, c'est quelque chose de, entre guillemets, de culturel, et tant au niveau du bien manger, etc. C'est des choses quand même qui étaient des valeurs quand même qui étaient transmises. D'abord, mais toi, ton parcours, qu'est-ce que tu as fait avant le vin? Le vin, on va parler que du vin après. D'accord. Donc en fait, j'ai fait mes études moi ici d'agroalimentaire. Et je dis souvent que en fait, quand j'ai fini mes études agroalimentaires, je me suis dit c'est pas dans le métier que j'avais envie de faire, quoi. Voilà, il y avait le côté très, il y avait le côté en fait, je dirais un peu stéréotypé, tu vois, non, avant, excusez-moi, j'étais à l'école à Bon Secours et j'avais un prof qui s'appelait Jean Lhéritier en économie. Et là, j'ai dit aussi que je ne ferais pas d'économie. Je me rappelle. Attention, parce que la patronne de Lububar est ancienne prof d'économie comme moi-même. Bon, passons. Bon, c'est que j'ai gardé un bon souvenir de toi. Tu as été quelqu'un qui voilà. Non, et donc, non, pour en revenir à l'agroalimentaire, c'est quelque chose qui me correspondait pas parce que je me voyais pas faire des petits pots en boîte ou des salades de quatrième gamme comme on les apprenait, etc. Et rajouter des... Ouais, alors oui, mais malgré que peut-être qu'il y avait quelque chose de nouveau à créer là-dedans aussi, peut-être, tu vois, mais ouais, c'était pas mon trip, vraiment pas, quoi. Donc du coup, j'ai dérivé de ça. Je suis resté quand même dans l'agroalimentaire parce que j'ai travaillé pendant quelques années dans les bouchons de Liège à Céret, où j'ai monté un laboratoire de contrôle qualité au début, où c'était le début de l'approche qualité dans les bouchons, parce que c'était les années 90. Voilà, et puis après, pour faire court, et après j'ai eu l'opportunité de partir à Bordeaux et d'être maître de chez là-bas pour. Je le fais court un peu. Oui, parce qu'après l'important c'est de parler de toi. Mais de partir à Bordeaux pendant une dizaine d'années. Maître de chez dans un domaine? Oui, plusieurs domaines en fait. On était une équipe où nous déplacions on gérait différentes propriétés. Donc on gérait plusieurs propriétés. Ouais. D'accord. Et après tu as eu une activité où j'ai eu l'occasion de te rencontrer après? Alors ensuite, en revenant de Bordeaux, j'ai commencé à distribuer en même temps, en fait, j'ai créé une société où j'ai commencé à distribuer des tonneaux, en fait, parce que l'expérience de Bordeaux m'a amené sur les élevages, etc., l'expérience.
donc de créer cette société de distribution de tonneaux. Et en parallèle, avec un ami, c'était un projet que l'on avait, parce que c'est un ami à moi de Bordeaux qui m'a poussé, Olivier, pour ne pas le citer, Château de Belle à Bordeaux. Et on avait décidé un jour de faire ce projet de grenache dans le Roussillon, quand j'étais à Bordeaux. Donc là, on bascule au domaine. On bascule au domaine de là. Mais est-ce que tu as fait ton service militaire, par exemple? Oui, ouais. À Narbonne, monsieur. À Narbonne. Parce que là, dans la première partie, on s'intéresse à des choses cachées qu'on ne connaît pas. Donc, tu as fait à Narbonne dans l'armée de l'air, alors? Dans l'armée de l'air, dans les pompiers de l'armée de l'air. Ouais. Dans les pompiers de l'armée de l'air. Qui le sait, Julien a été pompier dans l'armée de l'air. Exactement. Et tu as volé? Non, pas volé. Par contre... Même pas, non, j'étais plutôt radiographie, chauffeur et... Non, c'était sympa. Un peu planqué, quoi. Il faut avoir des connaissances pour Narbonne. Bon, et donc, quelques années après, tu crées un domaine. Alors, parlons de ce domaine maintenant. Il s'appelle comment? Alors, ça s'appelle Amistat. Amistat, comme amitié, en catalan. Pourquoi? Parce que j'en reviens à l'histoire avec mon pote Olivier à Bordeaux. On a s'est posé la question comment on peut l'appeler, et puis la meilleure... ce qui nous est venu à l'esprit, c'était Amistat, notre amitié à tous les deux, quoi. Pourquoi en catalan? Parce qu'on crée quelque chose ici, donc c'était la défense du côté local, travailler les cépages autochtones d'ici, pas prendre forcément la chose la plus facile, mais en même temps la chose qui nous faisait le plus vibrer. Et puis le but, c'était pas de faire quelque chose au départ forcément de rentable, mais quelque chose qui nous plaise, et après de voir dans l'avenir comment ça allait se passer. Bon, donc après, on y met beaucoup d'énergie pour que ça soit quelque chose quand même qui tourne. Et il se trouve où, ce domaine? Mais en fait, on est parti sur la base d'abord de chercher des parcelles qui correspondaient à ce qu'on voulait faire. Et qu'est-ce que vous vouliez faire, alors? Des grenaches, des purs grenaches noirs. 100%. Ouais, au départ, c'était que des grenaches noirs. Après, on a fait le blanc, après on a dérivé, après on a fait plein d'autres choses, parce que ça nous a amené à découvrir autre chose, tu vois. Voilà. Oui, c'est le début du chemin, mais après... Mais au départ, on avait vraiment cette idée de faire des grenaches très purs, beaucoup de fruits, sur la maturité, l'attention aussi. Et alors, les vignes, elles se trouvent où? Alors, moi, je connaissais quand même un peu le coin, quand même, parce que, voilà, et je disais à Olivier, il nous faut d'abord des vieilles vignes, ça c'est sûr, et puis il nous faut, je parie sur le terroir des Aspres, parce que c'est un terroir qui est d'une base de schiste brun, dégradé. Et ce terroir des Aspres peut nous apporter cette fraîcheur, etc. quoi. Voilà. Donc, on a porté notre dévolu là, sur cette région. Il a fallu trouver des gens qui veuillent bien nous louer des parcelles et faire des essais et des fermages, etc. pour lancer. Ça, c'était en quelle année, le débarrage? Premier millésime 2011. Donc, donc c'est assez récent, hein, on est en 2019, voilà. Ça fait 8 ans, quoi. Voilà. Et là, vous en êtes où par rapport? Combien d'hectares? 9e année. 9e millésime. 11. Oui. Voilà. 11. 2010, début des parcelles, 11 premier millésime. Et là, vous travaillez en 10, les parcelles en question, c'était quoi en superficie? On a toujours démarré de la même superficie. En fait, c'est la sélection des parcelles au départ qu'on a fait chez le vigneron, qui nous a permis de tester et de parcelliser et de voir comment ça répondait. C'est là où on a découvert les blancs, c'est là où on a découvert qu'il y avait un peu de macabeu qui nous intéressait, etc. Qu'on a dit, on ne va pas laisser tomber ça, parce que c'était vraiment de belles vignes qui correspondaient à ce qu'on voulait faire, les grenages gris aussi, tout ça. Et donc après, ce vigneron nous a permis de prendre juste les raisins qu'on avait envie de prendre sur cette partie-là pour les tester, et pour démarrer doucement, on peut faire quelques milliers de bouteilles, quoi. Et puis après, ça a évolué. Depuis, on est fermier complètement. Donc, on gère la production totale. Et la superficie 3 hectares 25. 3 hectares 25. Donc ça fait 10-15 000 bouteilles. Voilà. Mais vous avez une activité complémentaire pour vivre? Complètement. Mais toi, tu es toujours dans la barrique Et moi, j'ai toujours mon activité de conseil et de distribution de tonneaux en parallèle à ça. Parce que c'est un projet qu'on a décidé de faire en autofinancement. Donc, il y a zéro emprunt. Donc on part de zéro, donc ça met beaucoup plus de temps pour arriver au bout. Logique, mais au moins vous exposez moins. Voilà, on s'expose moins, et puis d'un autre côté, on a moins de pression aussi, tu vois, commerciale, de dire, j'ai produit tant de bouteilles, il faut les vendre, peut-être ça remet en cause la politique de prix, etc. Non, on va faire un produit, on sait que derrière, cette élaboration, elle a un coût, derrière on a une image, cette image on va la défendre, on a un prix au bout, une valeur marchande, et donc on se dit, on se donne le temps de mettre ça en place en parallèle à notre activité. Bon, mais tu as déjà un peu entamé la question suivante, qui est, quelle est la philosophie du domaine Amistat? Faire ce qui nous plaît. Faire ce qui nous plaît. Vraiment. Tout le monde cherche à faire ce qui lui plaît. Non, mais pas tout le temps. Parce que, comment vous souhaitez vous distinguer sur le marché, par exemple?
En fait, repérer. Moi, à mon avis, ce qui perturbe le fait de dire ce qui nous plaît, en fait, c'est la partie commerciale qui vient mettre la pression, qui vient perturber cette philosophie. Eh ben oui. Parce que c'est là où il faut trouver quelqu'un en face qui l'achète. Voilà, et il faut trouver quelqu'un. Alors que là, on est sur une politique de dire, on fait d'abord des vins où on a découvert aussi, par expérience, que plus on donnait de la garde à nos bouteilles, plus le vin prenait une certaine tension, une certaine minéralité, qui devenait original, qu'on se distinguait des autres, parce que quand on vend des vins il faut se démarquer sur les marchés. Qu'on vend 2 ans, mais parce qu'on peut se le permettre, parce qu'on se donne la possibilité de se donner mais où du est-ce temps. que vous vinifiez? À Bages. Aujourd'hui, la cave est à Bages. À Bages. Ouais. Mais dans un truc que vous louez, quoi. Ouais, tout à fait. Dans le village, un ancien chai de vinification. Tout à fait. C'est là que vous stockez aussi? Pas tout à fait, non. Le stockage, il est déporté à Vinotel parce que c'est un... Comme beaucoup de vignerons. Comme beaucoup. Je peux leur faire même la pub parce que c'est des gens qui travaillent vraiment très très bien. C'est une super idée qu'ils ont. Et il y a des conditions de stockage qui sont parfaitement maîtrisées, tant sur le point environnemental, quoi, je veux dire température, etc. Ouais, mais il fait 23 degrés, si je suis allé cet été, je me suis gelé. Quoi. Le jour où il faisait 40, voilà. Il faisait 22. Ça varie entre 15-16 et 20-22. Voilà, ils avaient mis 22 ce jour-là parce qu'il faisait 40 dehors. Voilà, tout à fait. Et donc il y a ça, il y a le rapport par rapport au vol, parce que il y a ça également, les assurances, et puis les expéditions. Aujourd'hui, moi j'ai fait notre travail à côté. Le plus intéressant, c'est pas de préparer des cartons, d'expédier, quoi. Je veux dire, ça, il suffit d'envoyer un mail, Vinotel me le prépare très bien, ils me l'expédient, leur transporteur, et c'est 10 fois plus facile et pratique, quoi. Donc la partie stockage, je l'ai externalisée. À Bages se passe toute la vinification, les élevages, et la mise en bouteille. Bon, alors on va poser des questions maintenant. Un peu technique. Est-ce que tu as une idée du rendement moyen? Alors je sais qu'avec les années qu'on vient d'avoir, ça ne veut pas dire grand-chose, mais le grenache, mais en gros, votre rythme de croisière, ce serait quoi en rendement? Entre 18 et 25. D'accord, c'est très typique catalan. Quoi. Ouais. Vieille vigne aussi. Voilà. Ensuite, bon, je suppose que l'an dernier, par exemple, vous avez été touché un peu par le mildiou? Un petit peu, ouais. Légèrement sur les grenaches gris. Pas trop, quoi. Non, j'ai pas eu de décaton. Et de la coulure, vous en avez de temps en temps parce que c'est le grenage, son défaut, c'est la coulure. Oui. Il y a des années à coulure. La plus récente l'année dernière, j'ai eu. Alors que, tu vois, quand je discutais avec les vignerons autour de moi, il y a plutôt eu des bons rendements. J'ai eu un peu de perte en coulure. Mais cette année, il y en a un petit peu, mais il y a eu une très très belle sortie. Tu n'as pas eu de brûlure? Si, grillure. Grillure sur les vignes qui sont qui protègent moins au niveau foliaire. Donc du coup, ça attaque un petit peu. Vous n'aviez pas traité trop récemment? Non, ça. Il y a une vigne, pareil, le grenache gris, on l'a traité quelques jours avant et on a vu qu'il y en avait un peu plus de grillure effectivement liée au traitement. On explique rapidement qu'en fait, cette année, le jour où il a fait 43 degrés, il y a ce qui n'arrive jamais, des raisins qui ont brûlé et des feuilles qui ont brûlé et même chez certains des plants qui ont brûlé. Il y a eu des grosses pertes et chez certains. Alors c'est lié à plein de facteurs. Aujourd'hui, on arrive à les connaître, à les identifier, mais c'est lié à si tu as fait des traitements avant, notamment. Voilà. Alors encore pire si jamais tu as poudré, parce que c'est encore plus ça sèche encore plus. Ça dépend si tu as les sols à nu qui est avec une grosse réverbération ou si tu entretiens une sorte de l'herbe, de végétation. Voilà, ça dépend de l'état de ta végétation. Bon, d'accord. On ne va pas rester trop technique, mais après quand tu arrives en cave, est-ce que vous êtes en bio, en vigne ou dans l'esprit bio ou quoi? J'ai pas de certification bio pour le moment. C'est quelque chose que l'on va mettre en place très certainement parce que au bout du compte, ça peut créer des confusions, notamment chez les distributeurs, les restaurateurs, etc., qui veulent mettre en avant la partie bio. Mais effectivement, on travaille dans cet esprit depuis. Pas de produits de synthèse depuis le début. Voilà, depuis le début. D'accord. Par contre, je pense que je suis obligé d'aller vers cette démarche de certification, même si je ne compte pas le mettre sur la bouteille, etc. Mais que ça soit. Voilà, il y a beaucoup de vignerons qui vont ça certifier, mais qui ne le mettent pas en avant. Pas en avant, voilà. Parce que derrière, c'est une petite production. Donc, je reviens sur la petite production qui est de 10-12 000 bouteilles, tu vois. Derrière, presque, je dirais que tous mes clients me connaissent, ou alors tous mes distributeurs me connaissent par cœur, et c'est des relais pour moi de la distribution de mon vin. Donc, le gars, il n'achète pas un Amistad sur un rayon de supermarché, quoi. En même temps que tu parles, on va ouvrir une bouteille d'Amistad. Vas-y. Et donc, faire oui, je m'en occupe. Ouais, oui, parce qu'il faut savoir pour les spectateurs que
tu as une cruralgie et que tu es obligé de te trimballer avec des béquilles. Alors, on peut en parler pendant non, mais ça c'est hors sujet. Encore que ça fait partie du personnage. Donc, tu as porté une bouteille. Dis-nous quelle est la gamme, quels sont les vins que tu fais pendant que j'ouvre la bouteille. En fait, je peux te les décrire par rapport à dans la chronologie. Ouais, si vous la montrez peut-être. Voilà. Ouais. Tu as commencé par faire du rouge, donc ça c'est quelque chose. Et ça c'est le blanc. Voilà, ça, le blanc est arrivé quand? Et oui, non mais bon, tu peux le dire, hein, on a dit que c'était toi l'initiateur, l'idéateur et le réalisateur. Donc le concept c'est que j'interromps pas trop tard. Ouais, mais comme tu fais des signes incompréhensibles, il suffisait de dire... Si tu étais sourd et muet, tu aurais compris. Mais allez. Il faut bien montrer à la caméra, voilà. Je deviens sourd, mais muet, ça sera difficile. Hein. Alors... Donc en fait, je peux t'expliquer par l'ordre des cuvées. La première, comme je t'ai dit tout à l'heure, le but c'était de faire des rouges. Quand on a visité, donc le rouge c'est un pur grenache noir. Il a un nom, elle a le nom la cuvée? C'est Amistad pareil, mais c'est écrit en rouge. Ah voilà, donc voilà, il n'y a pas de nom de cuvée. Il y a pas de nom de c'est cuvée. Toujours Amistad. Amistad. Après il y a une contre-étiquette derrière qui permet de réidentifier rapidement pour les gens qui veulent regarder ce qu'il y a dedans. Je me permets, avant que tu continues, de donner une information ou un conseil. Quand vous avez une bouteille qui est fermée avec de la cire, en fait, il ne faut pas essayer de sectionner la cire et d'avoir plein de miettes. Tout à fait. Il faut mettre le tire-bouchon dans le bouchon. Et ensuite, la capsule de cire, comme je viens de le faire, là, elle sort toute seule. Et à ce moment-là, vous sortez le bouchon sans avoir la moindre trace de cire. Puisque les vignerons, on va dire, soucieux disons, une mise en bouteille respectueuse un peu, choisissent souvent la cire. Tu peux dire pourquoi tu mets la cire? Oui, bien sûr. Ouais, il y a d'abord, la première raison, elle est purement technique. C'est-à-dire que je travaille avec des vins avec un minima de soufre. Tu mets ton bouchon, ça permet d'aérer aussi un petit peu. Ah, très bien. C'est pas mal. Voilà, donc on va faire un professionnel. Et en fait, je travaille avec très peu de sulfite dans mes vins, le minimum possible. Je travaille avec des sulfites. Tu as un ordre de grandeur? En fait, c'est variable parce que ça dépend des cuvées, ça dépend des années. Mais grosso modo, je varie entre moins de 10 mg de soufre total sur certaines cuvées, notamment les rouges, et le maximum, je suis à 28. Voilà. Et là, sur 2016... En bio, c'est autorisé jusqu'à 20, jusqu'à 80 ou 100 80, 90, je crois. Non, je crois qu'il y a un taux pour les blancs et un taux pour les rouges. Et 30 mg pour les Déméter. Voilà. Et 150 à 200 pour les autres. Voilà. Donc voilà. Là, tu es à 10, ça veut dire que... Voilà. Tu le mets à quel moment? 10, à la mise ou pendant la vinification? Il y en a un petit peu à la mise, mais ça dépend des années, mais très souvent, je travaille... Ici, on a quand même un climat qui est quand même, il faut savoir, assez chaud, assez humide, avec de grosses poussées, on va dire, microbiennes à la vigne, quoi. Il y a une activité qui se passe, et tant mieux, parce qu'on travaille avec des levures indigènes, etc. Et il n'y a pas que les levures indigènes qui nous intéressent, il y a tout un tas de monde qui est là-dedans. Et le fait d'utiliser des sulfites dès le départ, ça me permet de nettoyer un petit peu le milieu. Il faut savoir que ce sulfite aussi, il est consommé pendant la phase de vinification, et donc on ne le retrouve pas sous forme de sulfite après vinification. Donc en fait, je dois dire que le plus mauvais des sulfites, à la limite, c'est celui qu'on met à la mise. Et celui-là, je le mets juste pour contrer l'éventuel... 1 ou 2... Entre 0,5 et 1 gramme. Ouais, voilà, c'est pas grand-chose. Parce que derrière, du coup, maintenant, je mets en bouteille avec un embouteilleur prestataire qui me fait un inertage des bouteilles qui me permet d'aller d'éviter l'oxydation. Parce qu'au départ, il n'y avait que le sulfite qui permettait de contrer l'oxydation à la mise en bouteille. Là maintenant, de travailler avec des gens qui sont bien équipés à ce niveau-là, ça me permet de réduire mes taux de sulfite aussi. Bon, donc très peu de sulfite, bien entendu, tu acidifies pas, voilà. Bon, pas beaucoup de manipulation. C'est d'ailleurs pour ça que on t'a invité au salon indigène, qui est le salon des vins de nature des Catalogne et d'Occitanie, à la 3e édition. Et donc ça, c'est un grenache blanc, gris ou assemblage? Alors ça, c'est le deuxième vin qui est arrivé après le grenache noir, pur grenache noir. Que tu n'as pas pu amener aujourd'hui, mais qui est emblématique du domaine. Tout à fait, ouais, c'était le premier vin du domaine. Celui-là a été préparé la première année en 2011, et après on a affiné sur une base de grenache gris. Montrez bien les verres, parce qu'on ne les voit pas en fait à la caméra. Voilà. Donc, il s'enhardit, je lui ai dit qu'il pouvait prendre la parole, il s'enhardit. Oui. Tiens. Ah, merci. Tu t'enhardis, Laurel. Oui. Donc on voit qu'il y a une couleur qui ressemble un peu à ce que j'ai choisi pour la cire, en fait, une couleur légèrement dorée. C'est vrai, ça on voit qu'il y a quand même un point commun. On est sur un 2016.
sur en 2016. Donc on est quand même sur des vendanges assez matures, d'accord. Je fais pas je protège pas à outrance mes vins, au contraire. Donc on va vers cette couleur qui est assez profonde, assez dorée, assez voilà. On n'est pas sur les verdeurs, les choses comme ça. Non, d'ailleurs c'est assez épicé, mielé un peu au nez. Et donc l'élevage c'est quoi là? Alors, parce qu'on a affaire à quelqu'un qui vend des barriques, donc... Eh ben, les élevages, je vais l'expliquer au fur et à mesure des cuvées. Donc là, Grenache gris principalement, Macabeu, Grenache blanc, et c'est vinifié en demi-muit. Demi-muit, donc, qui était neuf au fur et à mesure de l'augmentation de mon volume au cours de ces années, en 9 ans de millésime. Oui, tout en sachant que ça marque moins que les barriques. Ça marque beaucoup moins, et puis surtout, j'ai toujours mes fûts depuis le début, quoi. Parce que mon but, c'est pas d'aller chercher du bois pour boiser, mais c'est une fixation. Voilà, c'est une fixation qui aromatique et de structure qui me permet de prolonger la vie du produit et dans le but de prolonger la vie du produit. C'est pas dans un but aromatique ou de voilà. Donc tout ce que j'espère, c'est que tu ne sentes pas le bois. Quoi. Voilà. Non, on ne le sent pas. Il y a un qui flotte un petit côté résineux, quelque chose de cet ordre-là, mais très 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 léger. Mais par contre, ce que j'apprécie beaucoup en bouche, c'est qu'il y a à la fois de la tension et de la matière. Sur un blanc, il n'y a pas du tout de macération. Là. Pressurage direct. Pressurage direct, co-fermentation des raisins ensemble. Donc c'est-à-dire tout est ramassé, pressé ensemble et vinifié ensemble. Élevage pendant 1 an en demi-muit, ça permet d'aller chercher la stabilisation. Évidemment, les malots sont faites pour ceux qui connaissent un peu. Ils savent ce que c'est, oui. La fermentation malolactique, tu peux l'expliquer, à quoi elle sert? C'est une deuxième fermentation avec des bactéries en fait qui va changer l'acide malique en lactique et qui permet surtout pour moi de stabiliser naturellement le vin. Voilà. Et au niveau de l'acidité? Alors ça enlève un peu d'acidité, certes, mais on voit qu'au niveau potentiel on a quand même... Puis le vin est achevé, une fois qu'il a fait sa malolactique, il est achevé. C'est stable. Voilà. Ouais. Bon, on va aussi quand même un peu, parce que le temps passe, on va parler d'autre chose liée à toi, parce qu'en fait le Vinoscopie, c'est le personnage, derrière il y a le domaine. Quel futur tu vois pour toi? Quel futur tu vois pour le vin? En quelques mots. Le futur de Amistad ou le futur pas pour toi le personnage. Hein. Le futur d'Amistad, comment tu vois le domaine? Comment tu le vois évoluer? Est-ce que vous avez des projets? En fait, notre projet au départ, c'est un projet qui était assez humble, de vouloir faire les bouteilles, comme je le disais tout à l'heure, qui nous correspondaient. Dans une proportion, je veux dire, raisonnable et pas de chercher quelque chose qui soit avec une croissance à 2 chiffres. C'est vraiment pas notre but et notre envie. Quoi. Donc en fait, notre but c'est de rester sur ces volumes-là en faisant ces volumes-là, sur ces parcelles-là en fait, sur ces parcelles-là. Et pas de faire évoluer en termes de quantité la production. Quoi. Alors là, en même temps que je t'écoute, je suis en train Par contre, on fait varier. C'est-à-dire qu'il y a 2 autres cuvées qui sont venues derrière encore. Qui s'appellent? Alors, qui s'appelle, c'est un jeu de mots parce que je remonte la bouteille. Donc en fait, j'aurais pu en amener aussi. Mais ça s'appelle Tatsima, c'est Amistad à l'envers. Un anagramme. Un verlan en fait. Oui. C'est un nom, alors là c'est pas tout à fait l'anagramme, c'est quand on met à l'envers dans n'importe quel sens. Amistad, oui. Tatsima. Anagramme, c'est dans tous les sens, et ça, c'est un nom. Je me souviens plus. Voilà. C'est difficile, hein? Absolument. Non. Alors, Tatsima, pourquoi? Parce que en fait, c'était quelque chose qui était à l'envers. Au départ, c'était de faire un rosé à l'envers des phénomènes de mode. Donc, du rosé, on va dire typique Provence, c'était de faire un rosé fait avec de la macération de grenache gris. Coloré, quoi. Coloré, mais avec des grenaches gris. De saigner avec une. Non, la macération pelliculaire. Macération pelliculaire. Donc, ça, on l'a démarré en 2015. Ça sort presque en rouge, quoi. Non, ça sort vraiment rosé saumon. Rosé saumon. Rosé saumon on va dire en sortie de vinification, comme un rosé. Et puis comme derrière je travaillais très peu de sulfite, etc. C'est un rosé, c'est pas un blanc de macération. C'est parce qu'on dit souvent il y a la mode des vins pinky, etc. Qui est pinky, qui est une coloration des vins blancs quand on fait de la macération. Là on est vraiment sur un rosé, quoi, en sortie de macération, avec une puissance tannique énorme parce que j'ai fait de la macération pendant 4 semaines comme un rouge. Donc ça sort costaud. Avec comme cépage Grenache gris et Macabeu, principalement. Je ne suis pas venu goûter à ton stand à l'indigène, donc du coup je n'ai pas pu le goûter. Je ne sais plus. Si tu t'es passé goûter. Mais est-ce que tu l'avais? Oui. Et donc on cherche ça, et ça fait un rosé qui est complètement à l'envers de la mode. Alors à l'envers, c'est là où on a sorti Tatsima. Et l'autre vin que vous avez sorti alors?
Alors ça c'est le troisième vin, le fameux macération pelliculaire. Et de là on est allé plus loin parce qu'on est tous un peu dans la région à voir comment on peut faire des vins entre guillemets allégés. Et moi la mode des raisins en sous-maturité me plaît pas. C'est quelque chose que je peux pas. Voilà, on se fait peut-être des ennemis, mais tu l'as dit comme ça. J'ai des super copains qui font ça et quelquefois je goûte bien, quelquefois je goûte moins bien, mais je me sens pas de le faire parce que j'arrive pas à concevoir de ramasser un raisin pas mûr. Mais il y a des gens comme moi qui boivent beaucoup de vin, je ne vais pas dire énormément parce qu'évidemment ce serait choquant, et qui du coup, quand ils boivent du 12 degrés, peuvent en boire davantage que quand ils boivent du 14. Alors je suis attiré par ça et effectivement, donc l'idée de la dernière cuvée, c'était de faire, que j'ai démarré en 2017, mais j'étais pas bien content de ma cuvée, donc je ne l'ai pas mise en bouteille. J'ai renouvelé sur 2018, et 2018 j'ai mis en bouteille. Et alors qu'est-ce que c'est? C'est la même chose que Tatsima. C'est la même chose que Tatsima, c'est une macération pelliculaire, c'est un rouge. Alors là, vous allez me dire, mais alors je comprends pas. Mais en fait, tout simplement, c'est 75% de raisin blanc, 25% de grenache. Ah oui, mais ça aussi, c'est la mode quand même. Hein. Ah, mais j'en ai pas goûté beaucoup. Hein. De faire des rouges avec une bonne partie de blanc. Après, sur ce pourcentage, peut-être pas, mais il y a beaucoup de gens qui font des blancs de noir maintenant. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Alors je l'appelle en clin d'œil, j'appelle ça noir de blanc. Noir de blanc, plutôt. Noir de blanc, je dis blanc de noir, je voulais dire noir de blanc. C'est un clin d'œil à la Champagne, voilà, noir de blank. Et alors, c'est comment? Ça sort rouge quand même intense. Mais clair quand même. Ça sort, ouais, comme le pantalon de Nicolas, à peu près. Et non, mais là, la caméra ne le voit pas. Bon, alors maintenant, tu as développé quelques vins, tu n'as rien de dire de particulier sur la façon dont tu te projettes dans 10 ou 20 ans, non? Non. Tu continues pour le plaisir. Tu n'as pas l'intention de ne vivre que de ça, à un moment donné. Ou alors est-ce que à la retraite, ouais. D'accord, à la retraite, on en est loin. Non, pas tant que ça depuis que tu m'as dit que tu étais né en 69. Parce que là, je vais chez une vigneronne dans le Jura, demain, et elle est de 69. Ah. Donc on va lui fêter ses 50 ans. C'est ça. Et toi? Les 50 ans, je les ai fait le 17 mai dernier. Ah d'accord, donc tu les as déjà. Alors je vais terminer l'émission par 2 questions rituelles. Ah, je crains. Et non, tu crains rien, je t'ai déjà annoncé. La première, c'est est-ce que tu as un message à faire passer concernant le vin? Après, si tu as un message concernant le Dalai Lama, on peut aussi le faire transmettre par l'archipel contre-attaque. Mais est-ce que tu as un message concernant le vin à faire passer? Au-delà du vin, même, j'essaye de... Je pense que c'est un message pas spécialement pour le vin, mais également pour la partie. Je reviens sur le truc, parce que comme mes 2 dernières questions, c'est qu'est-ce qu'on aimerait retenir de toi et est-ce que tu as un message? Dans est-ce que tu as un message, c'est en fait tu t'adresses aux autres pour dire ce que tu aimerais qu'ils soient ou qu'ils vivent ou qu'ils connaissent. Alors que dans la deuxième, c'est qu'est-ce qu'on aimerait qu'on dise de toi, donc c'est plus tourné vers toi. Alors le message. Ouais, je pense que, je dis encore une fois, c'est pas lié que au vin, mais également à la nourriture de façon générale. Je pense que on a la chance d'être vraiment dans un département qui produit beaucoup de produits locaux, faits par des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. Il n'y a vraiment pas que le vin, il y a vraiment toute la frange alimentaire qui est concernée. Ces gens-là, on les retrouve beaucoup sur les marchés, des choses comme ça. Et je suis le premier à participer à ça, donc à favoriser, à consommer local, et c'est vraiment très bien, bon message. Et je pense que je suis content que chaque fois qu'on fait des... on est dans un appartement qui attire beaucoup de monde extérieur, peut-être parce qu'on a des vignes qui sont qui le permettent parce qu'elles sont pas chères, parce qu'il y a beaucoup de messieurs qui sont à un certain âge se retirent de la coopération et qui veulent vendre leur vigne pour avoir un peu d'argent. On découvre beaucoup de néo-vignerons, etc. Et pour moi, je trouve que c'est des découvertes. Et ça veut dire on multiplie les facettes et les ouvertures. La diversité. La diversité, et ça fait partie des mots qui sont sur la bouteille. Et tant mieux. Ah oui, je voulais le lire parce que c'est écrit en catalan et en français, donc on va le lire qu'en français, mais il y a la même chose en catalan. Grenache, pureté, schiste, tramontane, grâce, minéral, naturel, beauté, Canigou, Catalogne, Méditerranée, diversité, équilibre, essence, amitié, liberté, culture, expression, éclat, plaisir, latin, poésie, artistique, sophistication, lumière, parfum, rêve, inconscience. Est-ce que c'était dès la première étiquette tout ça? Donc c'est quand même... Et c'est Olivier et toi, c'est Olivier? Ouais, c'est un texte au départ, et après le texte on n'a pas osé le mettre, on a mis les mots. Très bien. Donc c'est très joli, surtout avec les deux, le côté biculturel. Avant de passer à la dernière question, on peut peut-être dévoiler qu'en consultant, tu suis un domaine dans l'Empordà, non? Ou alors est-ce que tu en suis beaucoup? Non, je m'occupe effectivement d'un domaine dans l'Empordà qui n'est pas très connu en Empordà, parce que les bouteilles... Comment il s'appelle? Ça s'appelle Masselva. Masselva.
Masselva, d'un seul mot. Jamais entendu parler. C'est où? Les vignes sont à Porte de la Selva. Ça n'a rien à voir avec la selve de Mar. C'est juste à côté. Ah, en fait, les vignes sont entre la vallée de Selva des Mars et de Porte de la Selva. C'est celle derrière. Tu as notre ami Diego à Selva des Mars. Oui. C'est la vallée qui est juste après. Ah, d'accord. Voilà. Donc, tout proche Tu suis ce domaine. Je suis ce domaine, je vinifie ce domaine en fait. Hein, je suis complètement engagé là-dedans en tant que maître de chez. C'est compliqué parce que pour y aller, il faut. Non, c'est pas si compliqué. Il y a des embouteillages. Oui. Bon, l'été, c'est vrai qu'il y a. Alors, on a quelqu'un sur place au niveau du viticole parce qu'il faut y aller travaux à faire. Oui, et ça, il y a quelqu'un sur place. La vigne, hein. Voilà, il y a 7 hectares, donc on a quelqu'un qui s'en occupe. Donc ça, je pilote de loin, mais il y a quelqu'un quand même pour faire les travaux de tous les jours. C'est toi qui décides avec le propriétaire des cuvées, des trucs comme ça. C'est ça. Ouais. Et puis après, aujourd'hui, on est logé chez un vigneron pour le moment, en attendant je pense, de faire notre propre cave. Voilà, donc ça c'est joli parce que c'est un autre volet de ton activité. Ouais. Et pour conclure, c'est toujours qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi? Je te l'ai annoncé en début d'émission. Apparemment, les gens paniquent quand on leur dit ça. C'est vrai que moi, je me suis jamais posé la question moi-même. Mais qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi? Parce que c'est un peu présomptueux de dire qu'est-ce que les gens ils vont retourner. Non, mais qu'est-ce que tu aimerais, quoi? Je sais pas. Après, c'est pas grave, hein, tu n'es pas obligé de répondre non plus. Non, il y a une question, je pense que tout le monde se pose en tant que, pas que vigneron, mais quand on crée quelque chose, c'est la transmission, de savoir qu'est-ce que ça devient après moi. Non, mais ça, c'est qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi? Ouais, ben. Il s'est soucié de la transmission? Ouais, non, peut-être pas. Alors, je sais pas, est-ce que tu as des enfants? Ouais, j'ai des enfants, ouais. Donc, peut-être qu'ils ont quel âge? Ben, j'en ai 2 grands qui ont 20. Ils vont m'engueuler si je sais pas leur âge. Je me rappelle. Coupé On téléphone. Non, ils sont grands, quoi. Oui, ils sont grands. Ils ont 22 et 20 ans. 22 et 20 ans. Et je viens d'avoir une petite donc, qui a 3 mois aujourd'hui. Très bien. Voilà. Bon. Donc, les 2 grands, ils ne sont pas là-dedans encore. Non. Mais ton souci, un peu, c'est la transmission. Ouais, c'est la transmission parce que c'est dommage de créer quelque chose et puis au bout de quelques années de voir. Et puis je vois que les copains autour de moi, mes copains vignerons qui arrivent à 60 ans et ou plus et qui se disent zut, qu'est-ce qu'on fait après, quoi. Voilà. Donc tu aimerais qu'on dise c'est quelqu'un qui a eu le souci de la transmission. Le souci de la transmission, c'est important. Ouais. Très bien. Eh bien Julien, d'abord merci pour ce vin. Notre réalisateur peut-être veut une goutte de. Oui, mais il veut que tu le montres surtout. Mais oui, mais c'est le même, hein, il n'a pas changé. Hein. Oui, mais il faut impressionner le public, mon garçon. Allez. Ah, et est-ce que tu as un Facebook, un site internet? Ouais, site internet, un numéro de téléphone? Ouais, ça, bon, mais ça, Anof, il va tout te donner. Tu pourras le mettre sur ta page Facebook. Alors sur le site internet, c'est pas compliqué, c'est www.amistad.news, news en anglais, N-E-W-S. Et là, dessus, j'essaye d'apporter tous les éléments, des photos, les nouvelles cuvées, les articles de presse, les choses comme ça, quand les gens en écrivent, etc. Donc, et Facebook? Alors Facebook, je suis mauvais à ça. Ce que je sais faire, c'est faire des photos et les mettre sur Instagram, ça je sais faire, et partager sur Facebook. Là, depuis, j'ai changé de téléphone, et du coup, il n'y a même plus Facebook. Je suis pas très bon là-dessus, et bon, il faut que je m'améliore, mais je compte sur des gens comme ça qui sont plus alertes. Très bien. Eh bien, Julien, on te remercie d'avoir accepté la deuxième. D'être le cobaye numéro 2. Hein. C'est gentil pour enfin, le deuxième vigneron présenté dans Vinoscopie. Vinoscopie numéro 2. Le premier était Gilles Trouillet. Et au mois d'août, là, nous aurons Mireille Ribière, qui est du domaine Ferrier Ribière et qui est en train de créer son propre domaine et qui se retrouvera ici à Lubu pour que je puisse la présenter. Merci Julien. Merci à toi. Salut. Ciao.